Bonjour, nous allons continuer le deuxième chapitre portant sur les politiques commerciales. Et nous avions déjà parlé du droit des douanes et nous avions dit que ces droits des douanes, c'est en fait une taxe sur les importations et qui joue le même rôle que les frais de transport. Et que ces droits des douanes augmentaient les prix dans les pays importateurs pendant qu'ils diminuaient les prix dans les pays exportateurs. Nous avions également vu comment est-ce que les droits des douanes affectent le bien-être dans un pays, notamment en termes de surplus du consommateur, de surplus du producteur et aussi du gain net dans l'économie. Nous avons vu tout cela. Alors aujourd'hui, on va continuer rapidement avec les autres instruments de la politique commerciale. Nous avions cité les subventions, les quotas, les restrictions volontaires, les règles du contenu local, le crédit subventionné, les achats publics et les barrières administratives. Commençons par les subventions à l'exportation. Alors ici, contrairement aux droits des douanes, une subvention à l'exportation, c'est en fait une aide publique versée aux exportateurs. Et cette aide peut être spécifique, c'est-à-dire un montant forfait ou un pourcentage sur la valeur des biens exportés. Alors, cela a comme effet que les entreprises qui sont visées par la subvention vont préférer vendre à l'extérieur plutôt que de vendre sur les marchés locaux. Bon, la seule condition pour que ces entreprises subventionnées puissent vendre à l'interne, dans l'économie nationale, c'est que les prix domestiques doivent dépasser les prix mondiaux, au moins d'un montant qui est égal à la subvention. C'est à cette condition que les entreprises peuvent vouloir vendre à l'intérieur du pays en fait. L'autre effet, c'est que la subvention à l'exportation augmente les prix dans les pays exportateurs. Bon, les prix augmentent dans les pays exportateurs, mais ils diminuent dans les prix importateurs. Et la subvention aussi dégrade les termes de l'échange, dans la mesure où, en fait, elle contribue à réduire les prix des exportateurs sur les marchés étrangers. Donc, les termes d'échange sont réduits. Alors, nous pouvons analyser l'effet de la subvention en considérant l'économie domestique. Nous avons ces graphiques qui représentent, où nous représentons les surplus du consommateur sous la courbe de la demande et les surplus du producteur au-dessus de la courbe de l'offre. Alors, un peu comme nous avons fait pour les droits des douanes, on va identifier la perte des consommateurs. On va en fait identifier les gains et les pertes en fait de la subvention. On constate d'abord qu'il y a une perte pour les consommateurs. Si vous considérez les prix d'équilibre, donc les prix mondiaux, les surplus du consommateur, c'est tout ce qui est en dessous de la courbe de demande, mais au-dessus du prix mondial. Alors, quand on impose, en fait, une subvention est donnée aux entreprises, alors cela va faire que cette ligne, l'équilibre va se situer, les prix va se situer au niveau du PS au lieu de PW, donc réduisant ainsi les surplus du consommateur de ces carrés A et de ces triangles B. Donc ça, c'est ce que les consommateurs perdent. Mais les producteurs gagnent. Ils gagnent quoi? Ils gagnent A, B et C. Tout ce qui est au-dessus. Donc il y a ça. Cette partie qui était jadis les surplus du consommateur devient les surplus du producteur. Alors, et les gouvernements versent en termes des subventions, en fait, les prix, donc l'écart entre PS et PS star, donc ça c'est la subvention, mais tu pas la quantité des exportations. C'est les montants des subventions qui est versé par les gouvernements. Alors, la perte nette dans ces cas, c'est quoi? C'est ce que les consommateurs
perdent, c'est A plus B. Et puis, ce qui est au total, nous avons la perte qui est représentée par B. Bon, B, C, B, D, E, F et G. Parce que, comme vous remarquerez, il y a une partie de ce qui est revenu au consommateur qui est maintenant considéré comme les gains des producteurs. Et nous avons une perte totale représentée par ces surfaces-là. Donc B, E, D, G et F. Rappelez-vous, lorsque nous avions analysé l'effet du droit de douane, B et D correspondaient à ce qu'on avait appelé la perte d'efficience. Alors, donc, les coûts supportés par les consommateurs et les pouvoirs publics, en fait, c'est les consommateurs et les pouvoirs publics qui supportent les prix. Et cela excède ce qui est gagné par les exportateurs. Et la perte, c'est ce qui est donc, ce que les consommateurs perdent et ce que l'État paye. Et ça nous donne cet espace ici. Alors, les gains qui est gagné, ce qui est gagné en fait à travers cette politique, c'est A plus B plus C dans cette partie-là, ce qui est gagné. Alors, si nous comparons l'effet de la subvention aux exportations et l'effet d'un tarif, la perte du bien-être équivaut à E plus F plus G, ce qui représente en fait l'écart des prix entre les deux pays multiplié par la quantité exportée. Alors ça c'est l'effet de la subvention à l'exportation qui est en fait une aide publique au secteur d'exportation. L'autre barrière sont les quotas d'importation. Alors les quotas c'est juste une limite légale des quantités d'un bien importé. Donc, les quotas, c'est sur les importations, on limite combien la quantité à importer. Et généralement, ceci est accompagné par une licence d'importation. Alors, ces agents qui ont ces droits, en fait, on donne le droit d'acheter. Alors, ces agents qui reçoivent la licence d'importation reçoivent des droits d'acheter à l'étranger et de venir vendre à plus cher dans dans l'économie domestique. Par conséquent, ils reçoivent une rente, donc on appelle la rente des quotas. Et cette politique commerciale a pour effet l'augmentation systématique des prix domestiques dans les secteurs protégés. C'est un secteur protégé. Et ce qui veut dire donc à côté de ces secteurs protégés, il y a un secteur qui n'est pas protégé. Dans ces secteurs protégés, le secteur des exportations, supposons par exemple qu'il s'agit des produits agricoles, ou plus précisément il s'agit par exemple du café. Et donc, dans les secteurs du café, les prix vont augmenter comparativement aux secteurs non protégés. Par exemple, le secteur du maïs ou le secteur du riz. Alors, il y a quand même une différence entre un droit de douane et un quota d'exportation. C'est que premièrement, les pouvoirs publics, lorsqu'ils imposent un quota d'importation, les pouvoirs publics ne reçoivent rien du tout en termes de revenus. Alors que pour les droits de douane, il y a les recettes fiscales qui s'en suivent. Et puis, deuxièmement, une deuxième différence, c'est que les montants correspondant aux recettes fiscales est récupéré par les agents ayant eu les licences d'importation ou par le secteur qui est protégé. Donc, il n'y a pas de recettes fiscales lorsqu'on impose un quota d'importation. L'autre barrière, ce sont les restrictions volontaires aux exportations. Ici, il s'agit en fait d'un quota imposé, non pas par les pays importateurs, mais par les pays exportateurs. Et cela a pour effet suivant, c'est que ces restrictions ont un effet économique équivalent à celui d'un quota d'importation. Mais seulement ici, les licences d'exportation sont distribuées aux autorités étrangères. Et les coûts
de ces restrictions est plus élevé que celui d'un droit de douane. C'est en comparaison avec les droits de douane. Et puis nous avons la règle ou les règles de contenu local qui exigent qu'une partie, une fraction du produit final qui est vendu dans l'économie domestique soit produit sur le territoire national. C'est la règle du contenu local. Alors, cela a pour effet que cette politique offre en fait une protection comparable à celle d'un quota. Mais cependant, elle ne génère ni recette gouvernementale, ni rente des quotas. Donc ça, c'est la différence qui est établie entre la règle du contenu local et les quotas. Puis, une autre politique, ce sont les crédits subventionnés aux exportations. Ici, il s'agit des prêts bonifiés proposés aux acheteurs étrangers. L'aide n'est pas ici accordée directement à l'exportateur. Et il existe dans certains pays, dans la plupart des pays, une institution spécifique qui joue ce rôle de soutenir les exportations, d'accorder des crédits subventionnés aux exportations. Une autre manière d'appliquer la politique commerciale, c'est que les collectivités publiques, donc les entreprises publiques, puissent favoriser les produits nationaux au détriment des produits importés lorsqu'il faut satisfaire leurs besoins d'équipement. Cela suppose qu'il faut que dans ces pays-là, qu'il y ait des entreprises, des usines, des industries qui produisent les biens d'équipement. Finalement, nous avons les barrières administratives. Ici, il s'agit tout simplement des barrières érigées sous forme de modification des règles de sécurité, des normes sanitaires, de toutes les procédures douanières, dans l'objectif de mettre des obstacles informels au commerce, empêcher les importations. Alors, ces tableaux donnent l'explication des effets des différentes politiques commerciales sur le bien-être. Premièrement, sur les circuits du producteur, les circuits du consommateur, sur les recettes publiques et sur le bien-être dans l'économie domestique. Donc, vous avez ce tableau qui vous permet de voir cela. Par exemple, les droits des douanes augmentent les circuits du producteur en diminuant les circuits du consommateur, mais il augmente les recettes publiques, mais a un effet ambigu sur le bien-être. Et nous pouvons voir clairement ici, il y a deux politiques qui ont un effet ambigu sur le bien-être domestique, c'est les droits des douanes et les quotas d'importation, alors que les subventions aux exportations et les restrictions volontaires ont un effet clair qui est celui de diminuer les bien-être domestiques. Alors, cela termine le deuxième chapitre et on peut profiter et avancer avec les chapitres 3 qui parlent des politiques commerciales, mais spécifiquement pour les pays en développement. D'abord, il faut savoir que les pays sont classifiés en deux groupes. On parle des pays avancés ou développés, il s'agit des pays de l'Amérique du Nord, de l'Ouest, ainsi que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. À côté de ces pays se trouvent les pays en développement. Il s'agit des pays de l'Afrique et de l'Asie, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient. Bien sûr que parmi ces pays-là, il y a des pays qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents, comme la Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie. Ce sont des pays de l'Afrique du Sud aussi, donc des pays qu'on appelle les pays émergents. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que les pays avancés, donc développés, sont généralement caractérisés par des niveaux plus élevés du PIB par habitant, un niveau élevé d'espérance de vie et un niveau élevé d'alphabétisation, comme on peut le remarquer dans ces tableaux. Donc, vous remarquerez par exemple qu'en Suisse, le PIB par habitant, c'est 62 558 dollars par an, avec une espérance de vie de 83 ans, l'espérance de vie en moyenne. Et pour les hommes et les femmes, c'est identiquement 99 ans, presque 100 ans
presque 100 ans d'espérance de vie. Et vous avez un pays comme les États-Unis avec 56 111 dollars par habitant, comme du PIB par habitant, 79 ans d'espérance de vie en moyenne, 99 pour les hommes et pour les femmes. Mais quand vous descendez un peu ici, vous trouvez des pays comme la Guinée, avec 1209 dollars de PIB par habitant, mais l'espérance de vie 59, pour les hommes 38 et pour les femmes 23. Vous voyez la différence déjà comparativement aux pays développés. En RDC, le PIB par habitant c'est 812 dollars, l'espérance de vie en moyenne c'est 59 ans, 89 pour les hommes et 66 pour les femmes. Vous voyez, il y a ces différences qui caractérisent un peu les pays qui différencient les pays dits développés et les pays en développement. Alors, sur le plan des échanges internationaux, il y a des arguments. Il y a des gens, un certain nombre d'économistes qui soutiennent que les commerces internationaux tels qu'ils conçus et basés sur les principes de l'avantage comparatif n'est pas approprié pour les pays en développement. Si on va voir ces arguments de plus près et essayer de voir quelles sont les politiques qui peuvent être utilisées pour améliorer les conditions économiques dans les pays en développement, et éventuellement aussi voir les avantages et les inconvénients de ces différentes politiques. Alors, nous commençons d'abord par la caractérisation commerciale des pays en développement. Alors, ces pays sont caractérisés par, premièrement, une forte dépendance par rapport aux pays développés, en termes d'exportation, en termes d'importation. Leurs produits sont plus développés et plutôt exportés, destinés vers les pays développés, et la quasi-totalité des importations proviennent des pays développés. Donc, il y a cette dépendance-là qui fait qu'en fait, les échanges sont plus développés avec les pays avancés, mais il n'y a pas des échanges entre les pays en développement eux-mêmes. Les échanges existent, mais c'est très, très, très faible. La deuxième caractérisation, c'est que les exportations des pays en développement sont principalement constituées de produits primaires, notamment les produits agricoles, les produits miniers, les matières premières, le pétrole, et leurs produits manufacturés sont très intensifs en travail, mais moins intensifs en technologie. Alors, il y a ainsi deux types de pays lorsqu'on regarde aux pays en développement, deux catégories. Il y a des pays qui sont fortement intégrés à l'économie industrielle mondiale et des pays qui ne sont pas fortement intégrés dans l'économie industrielle internationale ou mondiale. Considérons premièrement les pays qui sont fortement intégrés à l'économie industrielle mondiale et voyons leurs caractéristiques. Dans ces pays-là, la plupart, il y a eu une augmentation en fait de la part des produits manufacturés et des services, de telle sorte qu'au cours des 3 dernières décennies, on a observé un certain nombre de pays qui ont augmenté la proportion des produits manufacturés et des services dans leur exportation. Il s'agit des pays tels que la Chine, l'Inde, le Mexique, la Turquie, le Maroc, l'Indonésie, le Vietnam. Alors, ces développements, donc cette augmentation de la part des produits manufacturés, a fortement contribué à l'intégration de ces économies, de ces pays-là, à l'économie mondiale. Ce sont des pays en développement, mais qui sont fortement intégrés à l'économie mondiale. Et cela a aussi contribué à la réduction de la pauvreté dans ces pays-là. Il y a un certain nombre de facteurs explicatifs de ces situations. Premièrement, c'est l'amélioration de la compétitivité suite à la libération des barrières commerciales à partir des années 1980, donc la moitié des années 1980. Il y a eu dans ces pays une libéralisation des barrières commerciales et cela a augmenté leur compétitivité. Autre facteur explicatif, c'est
qu'il y a eu une augmentation progressive de la part du stock du capital par travailleur, de telle sorte que les produits qui sont destinés à l'exportation ou les produits industriels qui sortent de ces pays ont une proportion importante de la technologie, ne sont pas trop intensifs en travailleurs, en travail. Donc, il y a une proportion importante et croissante, il y a eu une proportion croissante de l'importance de la technologie dans les processus de production ou dans les processus industriels. En même temps, dans ces pays, il y a eu également l'augmentation du niveau moyen d'éducation. Alors, ça c'est la première catégorie de pays, donc parmi les pays en développement. La deuxième catégorie est constituée des pays qui ne sont pas fortement intégrés à l'économie industrielle mondiale. Il s'agit généralement des pays africains et de l'ancienne URSS. Et dans ces pays-là, les exportations sont constituées d'une gamme restreinte de produits primaires. Comme à la RDC, la plupart de nos exportations sont les produits primaires, les produits manufacturiers, un peu je voulais dire les produits miniers. Et les infrastructures sont médiocres. Ça, on peut s'en convaincre très facilement quand nous comparons les infrastructures des pays en développement comme la RDC et les infrastructures des pays développés comme les États-Unis ou la France. Ça, c'est une des caractéristiques de ces pays qui sont non intégrés. Il y a également un système d'éducation inadéquat et la corruption qui est rampante. Et tous ces facteurs constituent des handicaps principaux au développement. Il y a également le coût des exportations qui est très élevé, qui caractérise ces pays, et les revenus qui baissent continuellement, ainsi que la pauvreté qui est en augmentation, surtout au cours des 3 dernières décennies. L'autre caractéristique, c'est qu'il existe dans ces pays-là, c'est les pays qui ne sont pas intégrés à l'économie mondiale, des faiblesses structurelles qui aggravent à travers les institutions et les politiques inadéquates en matière de droits et de gestion macroéconomique. Donc, des faiblesses structurelles, et ces faiblesses sont aggravées par le fait que dans ces pays, les institutions sont inadéquates, sont de qualité inadéquate. Il y a également des politiques inadéquates qui sont en matière de droits, de gestion, en matière de gestion macroéconomique, durable et des services publics. Donc, ça, ce sont les caractéristiques des pays qui ne sont pas fortement intégrés à l'économie industrielle mondiale, des faiblesses structurelles qui sont très importantes. Alors, quels sont alors les problèmes liés au commerce pour ces pays en développement? Nous allons d'abord, premièrement, faire un rappel sur la théorie de l'échange international, où nous avons dit que toutes les nations peuvent bénéficier en intégrant ou en s'ouvrant à l'économie, au commerce international. Chaque pays se spécialisant dans la production des biens pour lesquels il a un avantage comparatif, et qui peut échanger ces biens plutôt dans les secteurs où il a l'avantage comparatif contre les biens qui sont produits à l'étranger de manière plus efficiente. Alors, les problèmes liés au commerce international pour ces pays se résument en 3. Premièrement, il y a l'instabilité des marchés d'exportation, la détérioration des termes de l'échange et l'accès limité au marché des pays développés. Alors, parlons de chaque problème séparément. Commençons par l'instabilité des marchés d'exportation. Alors, il faut retenir ici que les exportations de ces pays en développement, ou la plupart de ces pays en développement, dépendent d'un nombre très limité de produits primaires. Donc, un nombre limité de produits primaires, c'est les produits primaires qui ne subissent pas une transformation avancée. Et par conséquent, lorsqu'il y a une production médiocre, ou s'il y a la diminution de la demande, si on peut parler de la diminution de la demande mondiale, cela va substantiellement réduire les revenus d'exportation et
ainsi négativement affecter les revenus et les emplois domestiques. C'est une situation dans les pays en développement. Donc, vous avez une gamme limitée de produits à exporter et ces produits sont des produits primaires. Donc, ce qui fait que si les prix mondiaux diminuent ou que la production diminue, cela a des effets néfastes sur les revenus d'exportation et sur les revenus et les emplois domestiques. Il faut aussi savoir qu'il y a une faible élasticité de la demande et de l'offre des produits primaires. Et cela constitue le principal facteur sous-jacent de l'instabilité des prix et des produits primaires et des revenus des producteurs. Alors, nous pouvons analyser cela en regardant ces graphiques. Donc, considérant par exemple les marchés du café, sous l'hypothèse que les courbes sont fortement inélastiques, la courbe d'offre et la courbe de la demande. Mais commençons par l'élasticité de la demande. Donc, nous avons les deux graphiques. À gauche, nous avons les effets de l'élasticité de l'offre et à droite, nous avons les effets de l'élasticité de la demande. Les points d'équilibre, c'est les points A. Et à ces points, les prix du café est de 4,5 $. Et la quantité d'équilibre, c'est 5 millions de kilogrammes. Ok, 5 millions de kilogrammes. Alors, les revenus obtenus reçus par les importateurs ou les producteurs, c'est les prix multipliés par la quantité, donc 4,5 multiplié par 5, ça nous donne 22,5 millions de dollars. Ça, c'est les revenus des producteurs à l'équipe, au point de départ. Maintenant, on va considérer deux cas. Si il y a changement dans la demande, nous sommes ici à gauche. S'il y a changement de la demande, qu'est-ce qui va arriver? Supposons par exemple que la demande diminue. Donc, on part de la courbe droite D indice 0 à la droite D2, D1. C'est la diminution de la production, de la demande, comme on a dit, que l'instabilité peut être causée par la diminution de la demande. S'il y a diminution de la demande, si la production diminue, cela va entraîner des conséquences néfastes. Donc ici, lorsque la demande diminue de D0 à D1, qu'est-ce que nous constatons? Les prix baissent à 2 $ et la quantité vendue est de 4 millions de tonnes. Ça, ce qui fait que, en fait, ici, les revenus des producteurs vont diminuer de 22,5 millions à 8 millions. C'est un effet néfaste, une diminution des revenus importante. Deuxième cas, considérons les changements de l'offre et on suppose que la demande, l'offre plutôt, c'est l'offre ici, l'offre baisse de S0, là on était, à S1. Ok, là nous sommes ici. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir une baisse substantielle des prix, les prix vont diminuer. Ici, plutôt, on considère l'augmentation de l'offre. Ce n'est pas la baisse ici, on va changer. C'est l'augmentation de l'offre. Alors, qu'est-ce qui va arriver ici? Les prix vont diminuer à 2, mais la quantité va augmenter à 7 millions. Et les revenus des producteurs est de 14 millions. Et comparativement à 22,5 millions, il y a donc cette différence importante de 8,5 millions de revenus qui est perdu par les producteurs. Alors, quelle est alors la leçon qu'il faut retenir ici? La leçon, c'est que les prix et les revenus peuvent être très volatiles lorsque les conditions de l'offre et de la demande sont inélastiques. Donc, ça, c'est une situation que nous devons analyser. Le fait lorsque l'offre et la demande sont inélastiques. Alors, le deuxième problème en termes de commerce international pour les pays en développement, c'est la détérioration des termes de l'échange. Nous avons déjà défini les termes de l'échange. Nous avons dit que c'est les rapports entre les prix à l'exportation et les prix à l'importation. Les termes d'échange favorables
implique une bonne situation pour les pays, parce que cela va apporter la capacité de pouvoir acheter, dépenser moins des produits intérieurs pour plus de produits importés. Alors, les thèmes de l'échange dans les pays en développement se sont détériorés considérablement au cours de ces derniers siècles, et les exportations, en effet, ont considérablement baissé par rapport aux importations. Il y a un certain nombre de facteurs qui contribuent à cela. Premièrement, il faut savoir que les prix des importations de produits primaires sont déterminés sur les marchés concurrentiels et ils peuvent fluctuer aussi bien à la hausse ou à la baisse. Donc, les premiers facteurs ici, c'est la fluctuation des prix à l'exportation plutôt des produits primaires. Deuxième facteur explicatif, c'est les monopoles. L'industrie ou les industries manufacturières ont les monopoles dans les pays développés. Et cela résulte en des prix plus élevés des produits importés à cause du monopole de ces industries. Et ensuite, l'autre facteur, c'est que en termes de gains de productivité, ces gains de productivité bénéficient aux producteurs des pays développés, bien sûr sous la forme des revenus plus élevés, plutôt que sous forme de la réduction des prix. Donc les gains de productivité bénéficient plus aux producteurs des pays développés. Alors, et les gains de productivité des producteurs des pays en développement sont distribués ainsi avec les consommateurs étrangers sous forme de faibles prix à l'exportation. Donc, ce sont les facteurs qui contribuent à la diminution du thème d'échange de l'échange. Et les causes sont les suivantes. Donc, les prix des biens importés par les nations en développement augmentent plus rapidement que les prix de leurs exportations. Les pays en développement subissent des prix plus élevés pour les biens importés qu'ils ne taxent eux-mêmes sur les exportations. Sur les exportations, le prix est faible. Et puis, les individus dans les pays en développement aussi préfèrent les biens manufacturiers plutôt que des biens primaires. Lorsque leurs revenus augmentent, lorsque les revenus des individus augmentent, ils préféreront des biens manufacturiers plutôt que les biens primaires pour la consommation. Donc, théoriquement, la détérioration, il faut retenir, il faut se poser la question, que faire pour limiter ou atténuer la détérioration du terme de l'échange? La réponse, théoriquement, c'est que cela est possible si on arrivait à accroître la quantité des biens produits dans l'économie et la quantité des biens exportés, de telle sorte qu'on puisse maintenir ou augmenter les revenus d'exportation. Dans ce cas-là, on peut arriver à inverser l'évolution des termes de l'échange. En plus, il faut retenir que les pays en développement ont un argument tel que les gains du commerce mondial profitent de manière disproportionnelle aux pays développés. Donc, en d'autres termes, c'est aussi un facteur qui conduit à la détérioration des termes de l'échange. Le troisième problème lié au commerce international pour les pays en développement, c'est l'accès limité au marché des pays développés. Donc, étant donné la structure de leur production, les pays en développement ont la difficulté d'accéder au marché des pays développés. Bien sûr, ces marchés sont déjà assez occupés par les industries de ces pays-là. Alors, dans ces pays développés, il y a le protectionnisme. Et lorsque nous considérons la situation globale, cela constitue un obstacle. Le protectionnisme dans les pays développés, c'est un obstacle à l'accès des pays en développement à leur marché. Alors, c'est le cas, par exemple, de produits agricoles et de produits manufacturiers à forte intensité en main-d'œuvre. Les biens qui sont exportés à partir des pays en développement, ce sont les biens qui ont une forte intensité en main-d'œuvre. Et cela
défavorise en fait ces produits sur les marchés internationaux. Cependant, ces produits représentent autour de 70% des revenus d'exportation des pays moins développés, en développement. L'autre problème qui justifie l'accès ou qui explique l'accès limité au marché des pays en développement, les pays développés, c'est la discrimination tarifaire. Et comment est-ce que cette discrimination tarifaire fonctionne? Les pays développés fixent ou taxent, demandent des tarifs plus élevés sur les importations qui proviennent des pays en développement que les tarifs imposés sur les biens qui proviennent d'autres pays développés. Donc, il y a cette discrimination en termes de tarifs. Donc, les pays importés et les pays développés payent moins de tarifs dans les autres pays développés, alors que les pays en développement payent plus. Donc, c'est cette discrimination-là qui explique la difficulté pour les pays en développement d'accéder au marché des pays développés. Et le troisième facteur, c'est que les pays développés maintiennent des barrières plutôt aux échanges dans les domaines où les pays en développement ont l'avantage comparatif. Donc, les pays en développement ont certains avantages comparatifs dans la production, mais c'est dans ces domaines-là que les pays développés appliquent des barrières ils maintiennent des barrières aux échanges. C'est le cas des produits agricoles, des produits à travail intensif, les textiles, les cuirs, ainsi de suite. Donc tous ces produits, y compris les caoutchoucs, les métaux, et les produits, et les papiers, et les bois. Donc les pays développés maintiennent des barrières sur ces produits-là, alors que les pays en développement ont l'avantage comparatif dans la production de ces produits. Il faut noter, cependant, que les taux moyens des tarifs sont plus élevés dans les pays en développement que dans les pays développés. C'est un peu comme un contre-argument à ces facteurs que nous avons énumérés pour dire que cela fait un bloc ou limite l'accès des pays en développement au marché des pays développés. Donc, on peut donc constater ici, dans ces graphiques, nous avons les tarifs moyens dans une sélection des pays développés en développement. On vous regardez les pays comme les Maldives, Bahamas, regardez les taux moyens des tarifs, c'est 37 ou 34%, alors que dans des pays développés comme le Japon, tourne autour de 4%, de 3% aux États-Unis et de 0 à Hong Kong. Donc, vous voyez, c'est bien de dire que les pays développés appliquent des tarifs plus élevés pour les biens qui proviennent de pays en développement, spécialement dans les secteurs où ces pays ont l'avantage comparatif. Mais lorsque nous comparons les taux moyens des tarifs, on se rend bien compte que ce sont les pays en développement qui appliquent une tarification en moyenne plus élevée. Alors, cependant, certaines critiques affirment que les pays en développement sont eux-mêmes à la base de leurs propres problèmes. Hein? De ne pas accéder, d'avoir l'accès limité plutôt. Ce sont les pays en développement eux-mêmes qui sont à la base de ces problèmes et que par conséquent, les problèmes d'accès au marché des pays développés doivent trouver la solution par des politiques à mener par les pays en développement eux-mêmes, notamment en termes de la réduction des tarifs. Mais toutefois, il faut savoir que la réduction des tarifs dans ces pays conduirait à une situation pire, parce qu'il y a beaucoup d'États, pour des pays en développement, dont les économies sont déjà fragiles. Donc quand vous allez, la réduction de tarifs va ainsi entraîner une instabilité en termes de recettes en termes de recettes publiques, surtout les recettes fiscales, surtout pour les pays qui sont déjà fragilisés. Ok. Donc, alors maintenant la question, faut-il donner de l'aide aux pays en développement? Bien sûr, l'aide aux pays en développement, ou ce qu'on appelle l'aide au développement, a déjà une histoire. Mais la question est de savoir, faut-il continuer
à donner de l'aide aux pays en développement, spécialement lorsqu'on parle ici du commerce international. Lorsqu'on parle de l'aide au développement, on voit deux institutions. Il y a la Banque mondiale et les FMI qui sont les deux institutions qui ont été mises en place pour aider les pays en développement. Notamment, la Banque mondiale qui s'occupe du côté de développement et les fonds monétaires avec des assistances financières. Chaque institution selon ses prérogatives. Alors, la question est de savoir, l'aide au développement est-elle bénéfique à la croissance économique dans les pays en développement? C'est une question importante. Il faut déjà savoir ici qu'il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas une réponse unanime à cette question. C'est pourquoi nous allons explorer les arguments qui sont en défaveur de l'aide publique au développement, de l'aide multilatérale ou de l'aide au développement, et les arguments qui sont en faveur de l'aide au développement. Alors, commençons par les arguments en défaveur. Il y a un groupe de chercheurs, de scientifiques, d'économistes, un groupe de scientifiques, qui n'approuvent pas, qui ne sont pas en faveur de l'aide au développement. Et les raisons sont les suivantes, c'est que l'aide au développement ne fait que favoriser les bureaucraties gouvernementales. Et ça permet de prolonger la durée de vie des mauvais gouvernements. Et l'aide ne bénéficie pas aux pauvres. Bien au contraire, dans ces pays-là, l'aide bénéficie aux riches. Et cette aide, l'aide qui a été accordée aux pays en développement, a été tout simplement gaspillée. Par conséquent, il faut arrêter avec l'aide au développement. Alors, dans ces arguments-là, on justifie ces arguments par l'état de pauvreté en Asie du Sud et en Afrique, malgré qu'il y a eu plus de 4 décennies d'aide aux pays de développement, aux pays en développement, dans ces régions comme en Afrique, comme en Asie du Sud. Ces pays ont bénéficié de l'aide au développement pendant un certain nombre de décennies, plus de 4, et malgré ça, le niveau de pauvreté est toujours accentué dans ce pays-là. Donc, ça ne sert à rien de continuer à donner de l'aide. Et ces pays qui ont reçu l'aide sont toujours dans une grande pauvreté. Et on pointe les cas de Haïti, la RDC, la Somalie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, que ces pays, bien qu'ayant bénéficié de l'aide au développement, sont toujours dans une situation accrue de la pauvreté. Alors, les économistes qui appuient, qui sont en défaveur de l'aide au développement, suggèrent que l'aide soit sensiblement réduite ou tout simplement éliminée. Donc, éliminer l'aide au développement. Et les débats, les arguments ne cessent de s'ajouter à ces côtés-là. Mais il y a également aussi des arguments en faveur à l'aide au développement. Bon, on parle à partir de ces arguments en défaveur pour dire que ces arguments sont partiellement vrais, mais en fait, ils sont un peu exagérés. Alors, la justification de ces côtés de cet argument, c'est que c'est vrai, l'aide a été inefficace, mais elle a quand même renforcé la réduction de la pauvreté et la croissance dans certains pays. Et bien qu'efficace, l'aide a empêché la performance médiocre dans certains autres pays, les performances économiques médiocres. Parmi les pays où cela peut être vérifié, c'est la Corée du Sud, l'Indonésie, le Botswana, le Mozambique et la Tanzanie. Alors, les économistes qui sont en faveur de l'aide au développement, de leur côté, soutiennent que les indicateurs de pauvreté ont baissé dans plusieurs pays. Et les indicateurs liés à la santé et à l'éducation se sont aussi améliorés au cours des 4 dernières décennies. Donc, voilà les arguments. Il y a les arguments pour, les arguments contre. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut être en mesure de vérifier ces arguments, par exemple empiriquement, pour chaque pays individuellement. Parce que
les études empiriques peuvent nous aider à départager ou à classifier ce qui se passe dans un pays dans l'un des deux arguments. Ok? Voilà. Maintenant, la question est de savoir, existe-t-il des stratégies de croissance économique que les pays peuvent utiliser en termes de la politique commerciale? La réponse est oui. Il y a deux stratégies, mais qui sont opposées en termes des effets et en termes d'implémentation. Deux stratégies peuvent être utilisées pour promouvoir la croissance et le développement. Et ces deux stratégies sont les suivantes. Il y a la substitution des importations et la croissance guidée par les exportations. Il y a un groupe de pays qui ont expérimenté l'une de ces politiques, de ces stratégies, ou les deux, selon les cas. Nous commençons avec la politique d'import-substitution. En quoi consiste cette politique commerciale? Elle consiste à utiliser extensivement des barrières commerciales pour protéger les industries domestiques. Et protéger de quoi? De la concurrence des importations. L'objectif ici est d'empêcher le maximum possible, de manière maximale possible, que les produits importés soient vendus, commercialisés dans l'économie domestique. Et par conséquent, il faut soutenir les industries domestiques. Et la stratégie ici est dirigée vers les intérêts domestiques. Et comment est-ce que cela est mis en place? C'est à travers des incitations commerciales et industrielles dont l'objectif est de favoriser la production pour les marchés intérieurs plutôt que pour les marchés extérieurs. Quand vous entendez quelqu'un vous dire « consommons la RDC », c'est « produisons RDC et consommons RDC ». C'est une façon de promouvoir l'industrie domestique. Alors, ici je reviens donc à la stratégie. Dans les cas extrêmes, la stratégie d'import-substitution, donc ce n'est pas import-export, c'est d'import-substitution, peut conduire à une complète autosuffisance. Donc, cette politique peut être menée de telle sorte que un pays arrive à une autosuffisance complète. Parce que là, on aura des entreprises produisant dans le pays et la consommation également dans le pays. Alors, qu'est-ce qui justifie cette politique d'import-substitution? Donc ici, ce n'est pas import-export, c'est import-substitution, donc je vais corriger ça. Cette politique trouve sa justification à deux niveaux. D'abord, au niveau de la concurrence internationale et aussi en termes des besoins de développement et de croissance économique. Alors, sur le plan de la concurrence internationale, il faut retenir que les pays en développement ne peuvent exporter les biens manufacturés car ne pouvant pas concurrencer avec des firmes déjà établies dans les pays développés. Et par conséquent, ils peuvent développer une production, soutenir l'industrie locale, comme ces biens ne peuvent pas être exportés dans les pays en développement à cause des barrières, donc mieux vaut produire alors pour les pays, donc produire pour l'économie domestique. Et pourquoi? Parce que les barrières commerciales sont élevées dans les pays développés. Donc c'est un argument qui peut être utilisé en termes, lorsqu'on regarde à la concurrence internationale, dont les pays en développement ne sont pas compétitifs sur le plan de la concurrence internationale. L'autre raison, c'est les besoins de développement et de croissance économique. On peut appliquer cette politique, on peut justifier l'application de la politique d'import-substitution pour les besoins de développement et de croissance économique. Alors, la performance économique, comme on peut bien le voir en termes de la croissance économique et du développement, peut, avec cette politique, être améliorée parce que les produits importés sont produits localement. Donc, ça peut contribuer à la croissance, à répondre aux besoins de croissance
économique et de développement. Et l'import-substitution vise en fait à réserver les marchés domestiques aux producteurs domestiques. C'est ça l'objectif qui est suivi. Que les marchés domestiques soient réservés aux producteurs domestiques. Ainsi, on peut utiliser les quotas, les tarifs sur les importations au profit de la production intérieure. L'utilisation des quotas et tarifs réduit donc les importations au profit de la production des produits qui sont importés, qui sont produits, en fait, qui sont produits domestiquement. Donc là, il faut changer ici. Alors, cet argument est souvent combiné aussi avec l'idée de la protection de l'industrie naissante. Donc, la production des industries naissantes leur permet d'atteindre une certaine taille, de telle sorte que ces entreprises, ces industries soient en mesure de compétir avec les industries des pays avancés. Donc, on dit voilà, on va protéger l'industrie naissante, l'industrie locale, jusqu'à ce que cette industrie puisse atteindre une taille qui lui permettra de concurrencer, permettra d'être compétitif sur les marchés internationaux. Mais toutefois, l'avantage comparatif doit être considéré pour décider de quelle industrie il faut protéger. Quelle industrie voulez-vous protéger? Est-ce qu'un pays qui veut protéger une industrie locale dans un secteur déterminé, est-ce que ce pays-là a l'avantage comparatif dans ce secteur? Parce qu'il peut être plus coûteux de produire domestiquement que d'importer un certain bien. Donc, la politique doit être bien mûrie pour se rassurer que les domaines dans lesquels on veut appliquer l'import-substitution procure un avantage comparatif au pays. Alors, nous allons voir... non, une minute. Ok, attendez, je voulais corriger quelque chose là. Alors, c'est import-substitution, c'est pas import-export. Import-substitution. Voilà. Ok. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de l'import-substitution, cette politique commerciale? Commençons par les avantages. Cette politique a les avantages suivants. D'abord, c'est que les risques d'établir une industrie domestique sont faibles. Pourquoi? Parce que les marchés domestiques existent déjà. Deuxième avantage, il y a la facilité pour les pays de protéger ses producteurs contre la concurrence en lieu et place de contraindre les pays développés à réduire leurs restrictions sur les produits exportés. Donc, comme on l'a vu un peu précédemment, les pays en développement pratiquent des niveaux de tarifs plus élevés si les produits proviennent des pays en développement. Alors, au lieu de passer le temps à négocier avec les pays développés pour qu'ils réduisent leurs tarifs sur nos biens, nos produits, qui proviennent des pays en développement, alors mieux vaut appliquer l'import-substitution parce que cela va protéger nos producteurs contre la concurrence internationale. Troisième avantage, c'est que les producteurs étrangers seront motivés à venir installer leurs usines dans notre pays. Et cela va éviter les murs des barrières. Pour éviter les barrières en fait d'entrée, les barrières, les restrictions, ils vont vouloir venir produire chez nous. Et cela va contribuer à la création d'emplois pour les travailleurs locaux. Donc ça, sont les avantages de l'import-substitution. Mais il y a également des inconvénients. C'est que les entreprises domestiques n'auront aucune motivation d'augmenter ou d'améliorer leur performance ou leur efficience. Étant donné la protection qui leur est offerte, ils ne seront pas motivés à produire de manière performante. Deuxième désavantage, deuxième inconvénient, c'est que les entreprises manufacturières ne profitent pas des économies d'échelle, étant donné la faible taille des marchés domestiques. Donc, c'est difficile de profiter
des économies d'échelle parce que le marché est très réduit. Et cela va se manifester par des coûts unitaires très élevés. Troisième inconvénient, il y a au niveau du pays domestique une discrimination entre les secteurs ou les producteurs qui sont protégés et ceux qui ne le sont pas. Dans la mesure où ces ressources-là qui sont utilisées pour la protection pourraient être utilisées autrement. Donc, il y a une espèce de discrimination entre les pays, les producteurs qui sont protégés et ceux qui ne sont pas protégés. Quatrième inconvénient, c'est la levée de la protection. C'est que la levée de la protection est toujours mal digérée par les producteurs qui ont été protégés. Donc parce que ce n'est pas éternellement que le gouvernement va continuer à protéger ces entreprises. À un certain moment, il faudra arrêter cette protection-là. Et les entreprises protégées, jadis protégées, ne concevront pas cela, ne verront pas cela de la bonne manière. Donc ils vont peut-être résister. En fait, il y a une résistance à la levée de la protection. Et il y a dans ces processus, et notre inconvénient, c'est la corruption qui l'accompagne. Donc la corruption accompagne la protection, bien sûr, dans les pays en développement. Et ce qu'on va constater, c'est quoi? C'est que si plus dans une économie le degré de protection est élevé, plus grand aussi sera les gains qui va provenir des activités illicites. Donc ça peut entraîner des activités illicites et la corruption faisant que ce processus est accompagné par des méthodes de gestion qui ne sont pas adéquates. Nous avons là les inconvénients de la politique d'import-substitution. Quelques remarques, c'est que cette politique a été fortement critiquée. Spécialement, des recherches empiriques dans les années 70 ont démontré que les pays qui avaient adopté les libre-échange, les politiques plus libérales, les politiques commerciales plus libérales, avaient tendance à croître plus rapidement que ceux qui appliquaient la politique d'import-substitution. Ce qui fait que cette politique est allée sous les lumières de critiques. Et par conséquent, plusieurs pays avaient dû éliminer les quotas et réduire les tarifs vers le milieu des années 80 plutôt. Donc on a constaté qu'empiriquement, les pays qui avaient appliqué la protection, dont l'import-substitution, n'avaient pas des performances aussi supérieures à ceux qui n'avaient pas imposé l'import-substitution. Donc la libéralisation des échanges a entraîné, a produit une croissance dans les pays, une croissance plus rapide dans les pays qui n'avaient pas appliqué l'import-substitution. Alors, la deuxième politique, c'est celle des exportations orientées vers la croissance. Cette politique implique en fait la promotion de la croissance à travers les exportations des biens manufacturés. Et ici, il ne s'agit pas des biens primaires. Donc, c'est promouvoir l'exportation des exportations des produits manufacturés. Et ce qui va arriver, c'est que l'industrialisation ne proviendra pas ici comme une suite logique à la protection, mais cela va être un résultat naturel dû au développement du secteur des exportations, donc le secteur des produits manufacturés destinés à l'exportation. Alors, cette politique promeut la croissance à travers les exportations des produits manufacturés plutôt que la protection de l'industrie. C'est ça la différence entre ce que nous avons dit que ce sont des politiques opposées. Alors, le contrôle des échanges est faible, a été faible ou presque non existant dans les pays qui ont appliqué cette politique. Et parmi ces pays, on trouve quelques pays de l'Asie de l'Est qui ont appliqué cette politique. Alors, cela a un avantage. Quel est l'avantage de cette politique? C'est que cette politique encourage les industries pour lesquelles les pays en développement ont l'avantage comparatif, notamment les produits manufacturés à
intensité du capital. Et les producteurs domestiques ont de plus grandes possibilités de profiter des économies d'échelle suite à la disponibilité des débouchés plus larges. Donc ici, on ne réduit pas l'ampleur ou la taille du marché ou la taille du marché à l'économie domestique seule, comme dans le cas de l'économie de l'import-substitution. Ici, dans le cas des exportations orientées vers la croissance, l'industrie locale se développe dans les domaines où les pays ont l'avantage comparatif, et les produits manufacturés sont exportés dans le reste du monde. Donc, la taille du marché est plus vaste et les industries peuvent profiter, les producteurs peuvent profiter d'économies d'échelle. Cette politique également permet un gain d'efficience pour les entreprises domestiques qui font face à une discipline compétitive, donc, la compétition. Donc, la performance, cette politique conduit à la performance des industries domestiques plutôt que dans les cas où ces industries se voient protégées et ne sont pas motivées pour produire avec beaucoup d'efficience. Donc voilà ces deux politiques, de politique commerciale pour les pays en développement. L'import-substitution, qui est une protection que l'État accorde aux producteurs locaux, en essayant d'empêcher que les biens importés soient vendus dans l'économie domestique. Et nous avons également la stratégie des exportations qui sont orientées vers la croissance, donc, où les entreprises domestiques sont encouragées à produire des produits manufacturés qui peuvent être vendus de manière compétitive à l'étranger. Et ici, donc, nous avons les politiques dans les pays en développement de politique commerciale. Prochainement, nous allons aborder la question des accords commerciaux internationaux. Donc,